là à la première loge lors du début du mandat de Félix Tshisekedi comme président de la République. 5 ans après, quel a été l'apport, quel a été le rôle, quels sont les acquis à mettre à l'actif de la diaspora par rapport au bilan de Félix Tshisekedi? Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité, qui reçoit pour vous Maître Paul Okito. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Avocat international, Oui. mais également président du collectif Fachi Second Mandat. Oui. On va parler d'abord de la diaspora avant de parler du mandat parce que ce concept est assez controversé ici au pays. Qu'est-ce que vous entendez par diaspora? Diaspora, c'est toute Congolaise, tout Congolais, même qui n'est plus au Congo, même à partir des Congo-Brazzaville, Ouganda, Rwanda. Donc si vous n'êtes pas au pays, vous faites partie de la diaspora, l'étranger congolais qui est à l'étranger. L'étranger, aujourd'hui, selon certains, la diaspora congolaise se résume à des combattants. Non, non, ça c'est une façon de simplifier un peu, de regrouper tout le monde. Les combattants, peut-être au cours de l'émission, nous aurons le temps à revenir. Les combattants sont des Congolais et des Congolais qui sont en Europe, et dans tous les pays de l'Europe, et qui peut-être utilisent la violence, pas la violence, ou cette forme de violence déguisée pour faire passer un message démocratique. Mais tout le monde n'est pas combattant. Donc la diaspora congolaise, elle n'est pas combattante. Les combattants, ce sont les hommes et les femmes qui sont dans cette forme d'expression démocratique. Les combattants sont une composante de la diaspora. Je peux le dire ainsi, madame. Qui sont les combattants? Parce que Donc, qui sont les combattants? Les combattants, parce que je ne suis pas porte-parole. Qui est le Congolais qui aujourd'hui on peut qualifier de combattant? Je ne suis pas porte-parole des combattants, parce que les combattants, c'est une nébuleuse, justement, on essaie d'en savoir un peu plus. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas une association, c'est juste une dénomination. Ou un nom, combattant. Parce que c'était un mouvement qui était né vers la fin du régime de M. Kabila. Il y a eu des contestations. C'est pas le régime de Mobutu à l'époque, non? Non, les combattants, non. C'était vers la fin du régime. Parce que vers la fin du régime de M. Mobutu, il y avait Laurent Désiré Kabila. Tout le monde était plongé dans les fantasmes de la révolution des solutions de l'AFDEL, qui n'apportait aucune solution. Et les mouvements combattants, son amplification, je peux dire son existence comme mouvement social en Europe, est né vers la fin du régime de M. Kabila, avec des tentatives par rapport à la modification de la Constitution, troisième mandat, tout ça. C'est par là que ce mouvement est né en Europe. Donc c'est un mouvement quand même assez récent. Oui, récent par rapport à l'histoire politique du Congo, oui, je peux le dire ainsi. Oui. Les combattants, ce qui est assez triste pour certains, c'est qu'on assimile tous les Congolais de la diaspora aux combattants. Ce qui est une aberration grave. Vous vous définissez comme une diaspora réfléchie? Donc je suis de la diaspora congolaise, parce que je suis congolais et je vis à l'étranger. Comme vous pouvez immigrer aujourd'hui peut-être en Hollande, à Jakarta, en Indonésie. Vous faites partie de la diaspora congolaise. Donc, mais les combattants, c'est une composante de la diaspora congolaise qui, au regard de la situation peut-être politique et économique du pays, préfère user la violence ou s'exprimer par la violence pour faire passer les messages démocratiques. Je suis de la diaspora, mais je ne suis pas combattant. Vous êtes de cette diaspora réfléchie? Je peux le dire ainsi, je suis de la diaspora scientifique, beaucoup plus dans l'intellectualisme congolais. Parce que moi, quand je suis parti en Europe, ce n'était pas pour soutenir un homme, c'était question d'abord de la formation, d'acquérir la connaissance et après, mais je ne condamne pas ceux qui usent la violence et ceux qui sont des combattants. Ce sont des Congolais que nous respectons. Non, il faut les condamner. Je sais, peut-être vous avez peur, mais la violence, elle n'est pas bonne. On ne peut pas laisser passer ça. Non, je ne suis pas venu ici pour condamner les combattants, mais il faut savoir qu'en Occident... on condamne la violence. Si c'est exercé par les combattants, oui, on condamne la violence pour qu'elle vienne. Je la condamne aussi, je peux le dire ainsi. Mais la violence, c'est une forme d'expression démocratique dans une société de droit. Vous pensez qu'il existe de bonnes et de mauvaises violences? Non, la violence limitée et une violence exagérée. Il faut faire la part des choses. Peut-être démonter les mobiliers urbains, les habits du bis, tout qu'on sort saccagé, tout ça, ou démolir, brûler les bis, tout ça. On en voit à Paris, même les mouvements. Gilets jaunes, même récemment les mouvements, donc la création d'aéroports de Landes à Paris, dans les régions de Landes. Mais la justice passe pour oui, la justice peut toujours, parce que c'est un message qu'on envoie à l'autorité publique. Mais s'il y a exagération, là, il peut y avoir des... Est-ce que vous pensez qu'il existe de bonnes et de mauvaises violences? Non, oui, ça existe. La violence est limitée pour faire passer un message démocratique, oui. Mais parce que la liberté de manifester, ce n'est pas un permis de saccager ou un permis de frapper. Mais la liberté de manifester ou de protester devant
contre l'autorité publique. Mais quand on proteste, on manifeste pacifiquement, ça n'a rien à voir avec la violence. Mais bien sûr. Mon problème, c'est au niveau de la violence. Il n'existe pas, à mon avis, des bonnes et de mauvaises violences. La violence, elle est condamnable. Je condamne la violence, mais n'oublie pas que la violence est une forme d'expression dans une société démocratique. Ah ben, là, je vais laisser aux téléspectateurs qui nous suivent en juger, parce qu'on a récemment, d'ailleurs avec le président du CESAC, nous avons vu comment est-ce qu'il a été passé à tabac par... Bon, je vous prends l'exemple, madame. Lorsque les routiers bloquent les autoroutes parisiennes, avec les véhicules qui transportent des carburants, des citernes, tout consort, lorsqu'on brûle les pneus, lorsqu'on démolit, on saccage les abris des bus, tout ça, c'est une forme de violence contre les biens publics et contre les biens des privés. C'est de la violence. Donc il faut condamner. Non, oui, on condamne, mais c'est un mécanisme d'expression démocratique lorsque la société, lorsque l'autorité publique, parce que l'autisme en démocratie peut entraîner une forme de violence. Lorsqu'on attend, il faut faire attention, quel est le message que le peuple demande, vous envoie, qu'est-ce que le peuple veut, qu'est-ce que les citoyens cherchent. Et lorsque vous ne faites pas attention, donc la violence Voilà pourquoi on demande à ce peuple de manifester pacifiquement. Est-ce que vous arrivez à comprendre, il y a certains à la maison qui risquent d'être stupéfaits de vous entendre dire qu'il y a des violences tolérées ou tolérables. Non, je dis la violence démocratique, comme mécanisme d'expression démocratique. Ce n'est pas de taper sur les personnes. Vous comprenez, il faut faire la part des choses. La violence est limitée. Je vous parle des mobiliers urbains, c'est-à-dire on démonte les abris des bis, tout ça, on met du feu, le pleu, tout consort, c'est la violence. Ça peut dégénérer. Mais c'est à l'autorité publique. Ça, c'est toléré. Oui, c'est toléré. C'est à l'autorité publique. Et qu'on doit le tolérer également. Vous nous donnez l'exemple de la France, de la Belgique. Vous pensez qu'on doit tolérer ce type de violence ici au pays? Non. Les Congos, on ne peut pas comparer la construction démocratique de la France et de l'Occident avec les Congos. Nous sommes dans une nation, un État où, parfois, par moment, il peut y avoir... Parce que les policiers français maîtrisent beaucoup mieux les droits humains que les policiers congolais qui peuvent se retrouver face à des foules un peu exagérées et commettre les actes de bavure. Mais je ne dis pas qu'il faut transposer cela en RDC. Non, je condamne la violence, mais la violence est une forme d'expression démocratique. En tout cas, je reviens pour dire que ce sera aux téléspectateurs de juger par rapport à ces affirmations. Mais nous, ici à Biwane et ailleurs, on condamne toutes les formes de violence. Je la condamne aussi. Pour chez nous, ici, il n'existe pas des bonnes ni de mauvaises violences. La violence verbale, physique, elle est condamnable, surtout sexuelle d'ailleurs. On va en parler peut-être tout au long de cette émission. On revient, on a parlé de la diaspora qui est congolaise, qui est à tort d'ailleurs confondue avec le phénomène combattant. Aujourd'hui, mais on reproche également à cette diaspora de ne pas être organisée, de ne pas être structurée, comme les autres diasporas africaines, sénégalaises, béninoises. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais oui, parce que la diaspora congolaise fait partie du Congo, fait partie des Congolaises et des Congolais. On dit souvent que chaque peuple a ses citoyens, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont à l'étranger, ce sont des Congolaises. Si ici, sur le plan national, ne sont pas organisés, nous ne le serons pas à l'étranger. Donc c'est parce que c'est nous qui sommes là à l'étranger. Donc ce que l'on peut demander ici, c'est quoi? Quel a été le travail ou les efforts menés par les différents gouvernements congolais pour créer un corridor, un moyen de communication avec les Congolaises et les Congolais qui sont de la diaspora? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce qu'il y a eu une forme de considération? Vous savez très bien que la diaspora congolaise contribue à l'économie nationale en termes d'envoi Western Union, Neria, tout consort tous les jours. La diaspora congolaise constitue une force économique au profit de la société congolaise et des familles qui sont restées ici au pays. Est-ce que le gouvernement de Mobutu a passé par Kabila 1, Kabila 2 et tout ça? Est-ce qu'il y a eu cette considération de la participation de la diaspora congolaise à l'économie nationale? C'est ça. Et c'est ce que vous reprochez par exemple à Kabila, parce qu'on sait que le phénomène combattant est venu, vous l'avez dit, pendant la période de Kabila, et vous reprochez à Kabila d'avoir créé cette distance entre son pouvoir et la diaspora? Oui, avant peut-être pas de condamner, mais avant d'en arriver là, je dois aussi quand même être reconnaissant envers le président Tshisekedi. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le premier président à avoir pensé à la diaspora, à songer, à intégrer que la diaspora constitue une force. Ce sont des citoyens. On va en parler parce qu'on essaie de voir un peu. C'est ça. Moi, je ne condamne pas le président Kabila, mais nous savons très bien que la diaspora a été oubliée, presque oubliée, en termes de participation à la reconstruction du pays, des considérations aussi à la participation du pays. Mais on ne peut pas dire que cela doit être aujourd'hui, non. Il est question seulement de faire un peu d'analyse, on peut réfléchir par rapport à l'apport, la considération. Parce que la diaspora, elle est importante. Elle doit participer à la reconstruction du pays.
Ce sont des filles et des fils de ces grands pays, de ces grands Congos. Autant l'ancien régime avec Joseph Kabila n'a pas vraiment fait attention à la diaspora, autant aujourd'hui on le voit avec Félix Tshisekedi qui en a un peu trop fait avec la diaspora. Il a tellement donné à la diaspora. Ah bon? Il a presque tout donné à la diaspora. Ah bon? C'est l'avis de beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas de cet avis? Non, bon, tout dépend dans quelle partie du rideau vous vous trouvez pour émettre cette observation ou cette constatation. Certes, je peux reconnaître à notre président Fathi et au gouvernement d'avoir pensé à la diaspora congolaise. Premièrement, de nous simplifier l'obtention des visas à l'entrée pour les binationaux. C'est ce qui se passe que notre nationalité, elle est une exclusive. Si je deviens français, automatiquement, je ne suis plus congolais. Je suis devenu étranger au même titre que le français qui habite blanc, qui habite ici. Mais nous avoir simplifié la procédure d'obtention des visas à l'aéroport, oui, c'est un acte vraiment très, très, très reconnaissant et nous en sommes trop, trop fiers du gouvernement congolais, du président, et aussi d'avoir quand même cherché à impliquer la diaspora à la construction politique ou à l'exercice des droits politiques, c'est-à-dire l'enrôlement. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis 60 que les Congolaises et les Congolais de l'étranger, de la diaspora, parce qu'il y a 5 pays au total. Oui, donc ils se sont présentés à des ambassades et exprimés à relais, ça relais, et peut-être nous serons une circonscription électorale et on ne sait jamais, mais vraiment ce sont des actes qui sont posés dans le bon sens par les gouvernements congolais, mais il faut aller encore un peu plus. Il faut aller encore un peu plus. Et pourquoi pas ne pas créer les services, les guichets réservés à la diaspora congolaise? Pourquoi ne pas simplifier les procédures de création d'entreprises exclusivement pour la diaspora congolaise? Pourquoi ne pas créer les conférences de recrutement des compétents? Mais on avait en tout cas un délégué, c'est d'ailleurs peut-être le cas jusqu'à présent, un délégué de la diaspora dans chaque coin, recoin, aussi bien de la présidence que du gouvernement. Pourquoi, à votre avis, tout cela n'a pas été fait? Non, je ne dis pas que... Moi, nous savons très bien que, madame, quand on aime le pays, il faut dire la vérité. Et, on aime le pays, les Congos, c'est notre pays et les Congos n'appartiennent à personne. Quand le président Fathi Tshisekedi a accédé au pouvoir, il a trouvé un pays en décomposition, tout est à refaire. Certes, il y a eu certains membres de la diaspora qui sont là, qui étaient recrutés par la présidence et dans les institutions. C'était dans une forme de précipitation, parce qu'il a fallu nommer des gens, tout ça. Donc, il n'y avait pas eu un travail de sélection des compétences. C'est pourquoi, aujourd'hui, je félicite d'abord le président qui s'est ressaisi, il s'aperçoit qu'il y a des erreurs qu'il faut rectifier par moment. Il commence à dégager certaines personnalités ou certains individus de la diaspora qui n'ont... C'était pas la bonne diaspora, c'était pas des gens... Parce que les gens pensent que quand on est de la diaspora, on devient intelligent. Non, je peux être de la diaspora, mais je peux être au chômage en Europe pendant 30 ans, pendant 20 ans. Et ce sont ces gens-là qu'on a eu à recruter. Je n'ai pas dit que ce sont ces gens-là, mais on se rend compte que si aujourd'hui les gens, les voix s'élèvent par-ci par-là, que non, la diaspora, on nous appelle par moment la diasporie. La diasporie, je peux le dire ainsi, vous avez raison, vous n'avez pas tort. Parce que les recrutements étaient beaucoup plus guidés par les sentiments de reconnaissance un peu tribalo-régional, faisant un peu de ceci, beaucoup plus les personnes. Mais aujourd'hui, le président s'est ressaisi, il est en train il recrute les compétents. Et je vois mon ami comme Martin Moulumba, avec qui nous avons étudié. Ce sont des personnes qui méritent d'être recrutées comme diaspora, capables d'apporter quelque chose. Et encore qu'on les attend tous dans des actes, c'était une diaspora, je crois qu'on le disait peut-être au début de l'émission, une diaspora familiale, clanique, tribalo-ethnique. Oui, je peux le dire ainsi parce que ce n'est pas un nouveau phénomène. Même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, c'était la diasporie. Laurent Désiré Kabila aussi avait recruté la diaspora parce que dans la précipitation, les autorités n'avaient pas la possibilité de sélectionner les compétences. C'était beaucoup plus. Moi, j'étais avec vous à Matongué, j'étais avec vous à Paris, tout ça allait bien parce que tout ça. Mais aujourd'hui, le président et le gouvernement travaillent là-dessus pour recruter les compétents, les femmes et les hommes qui ont fait preuve dans les pays d'intégration, d'immigration. Ce n'est pas parce que je suis congolais à l'étranger que je deviens compétent ou intelligent. Non, il faut suivre, connaître les parcours universitaires, entrepreneurial et les cursus de chaque individu que non, tel est un médecin, est un avocat, c'est un juriste, tout ça, et répondre parce que ces gens ont besoin, demandent qu'une seule chose, retourner au pays, madame. Je peux dire porte-parole de cette diaspora intellectuelle, de cette diaspora de l'intelligence congolaise à l'étranger. C'est retourner au pays et construire avec Président Tshisekedi ce grand pays. On va essayer de voir qu'est-ce que veut votre structure, savoir Fathi Segomanda. Mais avant, on nous dit il y a eu cette animosité-là, je ne sais pas si vous le comprenez, entre nous les locaux, en tout cas les Congolais qui sont restés à l'intérieur du pays, et la diaspora. On a eu l'impression que
comme je disais tout à l'heure, Tshisekedi vous a tellement donné que nous, on n'a rien reçu, alors que c'est nous qui avons reçu les gaz. Quand je dis nous, c'est un peu, voilà, non, les combattants. oui, non, il y a eu des combattants à l'extérieur, mais il y a des combattants ici, oui, là, ils n'ont pas été mieux lotis. Non, c'est un jugement un peu simplifié. Je ne veux pas dire que non. Certes, oui, nous constatons qu'il y a une forme d'animosité entre les locaux et on appelle les pros. Les pros. Nous ne sommes pas dans des foot ici, les locaux, tout ça. Nous sommes tous des Congolais. Hein. Il y a des locaux qui sont compétents, qui sont aussi intelligents, qui sont au pays. Il y a aussi, dans la diaspora congolaise, des personnes qui ne sont pas intelligentes, qui n'ont rien fait à l'étranger, qui ont perdu leur temps seulement en train d'acheter des soins sur Matongé ou bien sur Château Rouge. Il y a aussi des professeurs, il y a aussi des intellectuels, des grands intellectuels qui demandent une seule chose, retourner. Dire que le président Tshisekedi nous a donné tout. Mais n'oubliez pas que Tshisekedi lui-même, c'était pour vous étiez dans le précaré du président Tshisekedi. L'entourage du président Tshisekedi, c'est la diaspora. Il est les nôtres. Alors que c'est nous, c'est les locaux qui l'ont voté. Non. Qu'il avait voté. Non, c'est parce qu'on n'a pas voté qu'on n'a pas le droit à travailler pour son pays. Nous, même si on n'avait pas voté, mais si on est compétent, on peut travailler. Le problème, c'est quoi? C'est comment faire la symbiose entre les locaux et la diaspora pour qu'ensemble nous arrivions à construire ce grand pays. C'est ça le plus grand bénéfice. Est-ce que vous avez l'impression que ça change maintenant? Est-ce que le président Tshisekedi a pris conscience de la chose et qu'aujourd'hui, il tient à cette symbiose-là? Je peux l'affirmer que depuis un certain temps, le président s'est rendu compte qu'il était induit en erreur, ou il était peut-être par moment, il a fait confiance à des personnes qui n'avaient rien à voir à la présidence ou dans les institutions, mais parce que je viens de l'étranger du diaspora. Aujourd'hui, il est en train de placer des bonnes personnes, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Le Congo a besoin d'une vraie sélection des compétences, madame. Il faut privilégier les compétents. Au-delà de toute autre considération tribalo-linguistique, régionale ou clanique, parce que la fin de ma tante ou la fin... Non, il faut mettre l'accent sur la compétence de l'individu. Qu'est-ce que cet homme, cette femme, comme vous, qu'est-ce que nous attendons de vous? Ce n'est pas parce que je suis votre frère et que moi, j'engage les personnes, je dois vous... Non, je dois me poser la question, est-ce que cette personne, oui, elle est à l'étranger, ça fait autant d'années, mais elle vient au pays. Qu'est-ce qu'elle peut apporter pour la nation d'abord? Quand on aime son pays, c'est par là qu'il faut commencer. Mais certains, ils disent, au-delà de ça, il faut d'abord récompenser ceux qui ont peut-être à servir au sein du parti pendant des années. C'est aussi ça, le parti d'abord, la famille d'abord et le reste après. Oui, madame, mais si je ne suis pas dans une réflexion de la récompense un peu partisane, que non, du militantisme politique, que non, moi je ne suis pas de l'IDPS, hein, mais je suis congolais. Et la République n'appartient pas à l'IDPS, la République appartient à tout le monde. Et le président lui-même travaille avec des personnes qui ne sont pas d'IDPS. Ici, nous parlons de la nation congolaise, ce n'est pas du parti IDPS. Si peut-être au niveau du parti, il y a ce qu'on appelle la rétribution en termes de travail rendu, que non, j'ai trop chanté, j'ai trop crié, tout ça. Là, c'est autre chose. Ici, nous parlons de la nation congolaise. Il faut miser sur la compétence de la personne que toute autre considération. Que toute autre considération, on entre dans le vif du sujet, mais on y était déjà. Hein, rassurez-vous, chers téléspectateurs, on parle de cette structure Fachi second mandat. Je vous rassure également, ce n'est pas encore le début de la campagne, mais on essaie d'en savoir un peu plus sur cette structure. Et nous recevons Maître Paul Okito. Parlez-nous un peu de votre structure, genèse, comment vous êtes structuré, Fachi. Ok, merci. Avant de répondre, vous savez, madame, quand on aime son pays, il faut être à côté de personnes qui incarnent l'avenir des nations. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Congo, nous sommes à l'épicentre des enjeux économiques mondiaux. Et nous sommes objets de plusieurs complots, des stratégies. Comment sous-jeter le peuple congolais, comment détruire le Congo de l'intérieur, comment piller nos ressources, comment violer. Donc, le Congo... Tout le monde en veut au Congo. Oui, c'est ça. Le Congo fait l'objet d'une conspiration internationale. Il y a des ennemis intérieurs qui sont avec nous ici. Donc, moi, avec les autres, à partir de l'Europe, étant de la diaspora congolaise, hein, branche des intellectuels, on s'est rendu compte que non, il serait mieux peut-être de créer un collectif Fachi second mandat. Je n'ai jamais été reçu par le président Fachi. Je l'ai vu à Bruxelles seulement lors du deuil de Tshisekedi à Mulumba. J'étais juste à côté. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été... Il va me recevoir juste après cette émission. Il me suit. Ok, c'est pas ça l'objectif en fait. C'est pas ça l'objectif. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer un collectif des intellectuels congolaises et congolais de la diaspora, réfléchir pour que nous arrivions à convaincre, parce que nous sommes en démocratie. En démocratie, c'est la tolérance. Il faut accepter des opinions différentes.
Le pluralisme politique est garanti dans notre pays. Nous ne sommes pas là pour créer un mouvement forcé pour regrouper tout. Non, nous sommes là juste pour échanger avec des Congolaises et des Congolais, des écolières, des écoliers, des universitaires, des étudiants, des chômeurs partout. Nous allons organiser des conférences, nous allons organiser des rencontres publiques, des meetings, pour que nous arrivions à accorder un second mandat à notre président Tshisekedi, qui est énorme. Parce que, madame, l'histoire nous parlera, hein, parce que le Congo restera et nous passerons. Tshisekedi, c'est un homme qui a la conviction et la volonté de vouloir changer les choses dans le bon sens pour que le Congo soit bien. Apparemment, ça ne suffit pas. Le fait d'avoir la volonté et la conviction, encore qu'il faut être un homme d'action, on va en parler en passant le bilan. Parce que si vous voulez accorder un second mandat à Tshisekedi, c'est parce que vous estimez qu'il a mieux fait pendant ce premier mandat? Non, ce n'est pas question de mieux fait, mais il faut question de voir pourquoi certaines choses n'ont pas été faites, pourquoi certaines choses ont été moins bien faites. Hein? Donc, c'est en analysant la conjoncture économique mondiale, l'environnement intérieur du Congo, la guerre à l'Est. Vous savez très bien que la guerre à l'Est, quand on vous dit la guerre à l'Est, vous pensez seulement qu'il faut acheter des munitions, mais il faut prendre aussi en charge les déplacés, les efforts qui sont fournis par les gouvernements. Lorsque nous analysons toutes ces pesanteurs qui entraînent ou qui ont entraîné que non, la non-accomplissement de certaines des promesses du chef de l'État, on se pose la question que Tshisekedi, c'était un président de 36 mois. Pourquoi j'appelle Tshisekedi président de 36 mois? Et quand j'ai développé ces concepts à Paris, les gens m'ont pris, mais pourquoi 36 mois? Bon, oui, il a géré les pays que pendant 36 mois. Parce que les 2 premières années qu'il était dans cette formule un peu des rumeurs et de regards un peu FCC cash. Il y avait des tensions, cette situation très conflictuelle où les décisions du président devraient d'abord demander, il faut demander l'avis du président. Ils étaient en coalition, ils n'avaient pas la majorité. Hein. Bien sûr, mais il était dans une coalition conflictualisée où les intérêts individuels des partis politiques ou des familles politiques dépassaient la volonté de l'État ou les intérêts nationaux. Donc on s'est rendu compte que non, il n'a pas géré les pays pendant les 2 premières années parce qu'il n'avait pas la majorité parlementaire, ni même l'obéissance, pas obéissance, mais dis-moi la collaboration avec ses ministres. Il y a des ministres comme Portefeuille qui bloquaient les ordonnances du chef de l'État que non, je ne peux pas exécuter parce que je n'ai pas encore reçu l'ordre du mot de Kingakati. Vous voyez? Donc tout ça, on s'est rendu compte que non, Tshisekedi mérite un second mandat. Parce que dans le Congo a des compositions pendant plus ou moins 63 ans. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous occupons toujours les avant-dernières places dans les classements des nations, toujours les pays les plus pauvres. Les revenus moyens des Congolais, c'est moins de $2 par jour. $2. Et cette situation perdure depuis des années. Et on ne peut pas faire ressusciter ces Congos. Le président l'a déclaré à l'ONU que le pays était mort. Oui, mais certains lui ont reproché cela à un pays que tu diriges, dire qu'il est mort. C'était peut-être pas une bonne façon de remotiver les gens à retourner au travail. Non, c'était un discours de vérité. Il est un peu il n'est trop pas le vrai. seul. Non, il n'est pas le seul parce que même M. François Fillon, quand il a été nommé par Sarkozy comme Premier ministre, il a déclaré que la France était en faillite. Vous savez, un homme d'État, il faut dire la vérité à son peuple. Ça ne sert à rien de colmater, de cacher les informations pour faire plaisir aux autres que la situation va être... Non, si la situation va mal, il faut dire que la situation va très mal. Au regard de la situation, parlons de cette situation. Dans quel état se trouve actuellement le pays? Vous avez dit Tshisekedi n'a eu à diriger que pendant 36 mois. On passe outre les 2 ans FCC Cash. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire après la rupture dans 36 mois? Dans quel état se trouve actuellement le pays d'après vous? Donc, pour moi, le président qui a affronté des événements imprévus, des catastrophes naturelles, Covid, tout comme ça, c'est le président Fachi. Il se bat nuit et jour comment chercher à pacifier l'Est du pays, à reprendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que non, c'est par ces erreurs que le pays, une partie des territoires nationaux est toujours sous contrôle de M23. Mais non, la situation n'est pas née à l'époque de Tshisekedi. La situation était née avant que Tshisekedi ne soit président. Même si aujourd'hui, l'opposition ou les anciens kabylistes me disent que non, en 2013, l'M23 était défait, tout était calme, tout n'était pas calme. Parce que quand on nous dit que M23 était défait, où étaient cantonnés les hommes de M23? Ils étaient dans quel pays? Est-ce qu'ils étaient au Congo ou ils étaient à l'étranger? Donc c'était juste une forme d'accalmie tout à fait provisoire. Mais Kabila a laissé, je pose toujours cette question aux gens de pouvoir qui viennent. Kabila, quand même, Tshisekedi a trouvé un pays, on l'a légué un pays de manière intégrale, un pays uni,
un pays pas sous occupation, c'est aussi ça. Oui, mais il y avait toujours la mauvaise volonté des États, des États de la région, du président Ah, Paul c'est toujours Kagame. la faute aux autres. Mais bien, non, pas toujours la faute aux C'est autres. pas le manque de jugeote de la part. Non, parce que C'est quand pas, le président il fait pas les frais de sa naïveté. non, madame, c'est pas ça. Quand il a accédé au pouvoir, il n'était pas élu président pour assurer les services après-vente de Kabila. Donc, il devrait imprimer sa marque. C'est pourquoi il avait privilégié la diplomatie pacifique. Il croit encore que l'Afrique et le Congo sera construit lorsque nous avons des rapports de bon voisinage avec nos voisins. Parce C'est que ce nous côté-là partageons. naïf de Tshisekedi. Non. Le monde, il marche pas comme ça. Il idéalise un peu les choses. Et l'avenir nous donnera raison, madame. C'est par l'approche pacifique que l'Afrique et le Congo sera construit. Aujourd'hui, le premier président congolais à avoir déclaré devant tout le monde que le président Kagame, c'est lui l'agresseur du Congo, c'est les Rwandais, parce que le président Kabila était dans une forme de politesse diplomatique à l'égard de M. Kabila, de M. Kagame plutôt. Mais Tshisekedi au moins nous a parlé clairement, il a déclaré devant les instances nationales et internationales que l'agresseur de notre pays, de mon pays, c'est le président Kagame, c'est le Rwanda. Vous comprenez? Parce qu'il a commencé par l'approche pacifique, il y croyait que non, en approchant Paul Kagame, son homologue Paul Kagame, au niveau de la coopération économique et de la transnationale, que nous allons créer un Congo pacifique, mais il s'est rendu compte que l'homme avait ses propres calculs. Donc du coup, vous pensez que le président doit changer des stratégies, mettre de côté cette approche pacifique pour essayer d'avoir une approche... non, c'est-à-dire ce n'est pas mettre de côté l'approche pacifique, mais utiliser d'autres approches, parce que l'objectif, qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui? Lesquelles, par exemple? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la reprise du territoire national qui est aujourd'hui à peu près combien de mois entre les mains des bandits armés de M23. Une année bientôt par des armes ou par des négociations? Non. Aujourd'hui, j'en suis certain que si nous avons... Parce qu'il y a une forme de coopération au niveau régional. Avec la SADC, si nous avons l'assistance militaire, avec la volonté manifestée de nos forces armées, parce qu'on ne peut pas dire que le Congo sera toujours, les solutions aux problèmes du Congo seront toujours l'apanage des nations étrangères, tout comme ça. À l'interne aussi, le président travaille, la loi de programmation militaire, le recrutement des jeunes ou des nouveaux recrues, ça nous montre que non, avec nos forces intérieures, avec la coopération avec la SADC, nous en sommes certains que nous pouvons résoudre le problème à l'est du pays. Vous mettez plus l'accent actuellement sur la SADC, donc l'étape de l'EAC est une histoire ancienne, et les opposants se disent, certains opposants disaient à Tshisekedi de ne pas signer un accord avec l'EAC. Est-ce que ce ne sont pas ces jugements-là, certaines décisions qu'il a prises, qui aujourd'hui lorsqu'un État signe, oui, je vous comprends, lorsqu'un État signe un traité, une convention ou tout comme ça, c'est au regard de ses intérêts souverains. Et chaque État est libre de signer, d'adhérer à une convention internationale ou à un traité. Sur la RDC aujourd'hui, à savoir que quand le président Tshisekedi a signé, a fait adhérer notre pays à l'État Est africain, ce n'était pas question seulement d'avoir une forme d'assistance militaire, c'était beaucoup plus question de privilégier la coopération économique. Ça n'a pas marché encore. Non. La plupart de ces décisions par rapport à la situation à l'Est, ça n'a pas marché. Nous avons l'état des sièges. Je finis ma question pour qu'on aille vite, pour essayer de permettre également que vous puissiez arguer. Il y a l'état des sièges qui, là, n'a pas marché. Nous sommes à la énième prorogation. Ça n'a pas marché. Nous avons des troupes UPDF, une mission conjointe UPDF-FRDC dans l'Est du pays. Ça poursuit son chemin. Vous avez l'Afrique de l'Est avec l'EAC qui est venue. Ça ne marche toujours pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se regarder en face et se dire que non, toutes les décisions prises par Tshisekedi en matière de la sécurité ou le retour de la sécurité n'a pas marché? Non, c'est pas que... Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore obtenu des résultats attendus, c'est-à-dire la reprise du territoire national, que le président dit que non, ok, c'est bon, j'ai tout essayé, j'arrête. Non, je voulais seulement vous dire au début ici que non, l'adhésion de notre pays à la communauté est-africaine, ce n'était pas seulement question d'assistance militaire mutuelle. Non, c'était d'abord, premièrement, coopération économique. Parce qu'il y a des populations transfrontalières qui font des affaires avec les Ougandais, avec les Rwandais, avec les Burundais, avec les États de la région. Nous sommes un grand pays, nous devons adhérer. Là, ça existait avec ou sans accord. Non, mais il y a la simplification de certaines procédures, il y a la suppression des droits des douanes, il y a la remodélisation de certaines législations au niveau de la région. Parce que l'adhésion a un sens, a un avantage économique pour notre pays. Mais là aussi, ça n'a pas marché parce qu'aujourd'hui, avec Bunagana, il y a cette coopération, il y a ces transactions-là, et c'est la RDC qui perd. Bunagana, là, c'est beaucoup plus la situation parce que le territoire est entre les mains des éléments étrangers. Donc on perd, même sur le plan économique, on est perdant. Oui, mais ce n'est pas parce que nous perdons aujourd'hui que nous allons perdre demain. C'est parce que nous avons perdu que le président et le gouvernement
doivent dire que non, nous arrêtons parce que nous perdons. C'est pourquoi le président mouille toujours sa chemise à la recherche de solutions. Si au niveau de la IAC, l'assistance militaire de la IAC n'apporte pas des résultats entendus, parce qu'on trouve une certaine, je peux dire laxisme ou coopération tout consort avec ces militaires, le président demande aujourd'hui l'assistance de la SADC. Et nous savons très bien que la SADC a aidé la République en 98, 98. Même pendant le temps de Kabila. Voilà. Oui, Certains ils disent la SADC aurait pu intervenir depuis, parce que c'est la SADC qui a aidé quand même le pouvoir de Tshisekedi. Non, ce n'est pas parce que ceux qui disent que non aurait dû intervenir depuis très longtemps ignorent. Il aurait pu continuer avec une coopération avec la SADC. Non, moi je peux le dire que l'environnement de la région là, au niveau de la région de Grande, il y a beaucoup de... Parce que lorsque nous regardons, nous pensons seulement que c'est l'M23. Ce n'est pas seulement l'M23. Il y a des forces occultes, il y a des multinationales qui ont besoin que cette partie territoire soit toujours en feu en sang parce qu'ils ont besoin de nos coltans. Ce n'est pas seulement les Rwandais. Les Rwandais, c'est supplétif et c'est la partie visible du conflit. Mais la partie invisible, c'est les multinationales. Donc, et même aussi sur le plan interne, il y a certains nationaux congolais qui préfèrent collaborer avec les ennemis de la nation parce qu'ils ne sont pas dans des postes, parce qu'ils n'ont pas occupé tel poste. Donc l'environnement est très conflictuel avec le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Vraiment, c'est un homme courageux, madame. Peut-être vous avez la lecture d'une journaliste ou peut-être de l'opposition du pouvoir, je ne sais pas de quelle tendance vous avez, mais le président Tshisekedi a la volonté de vouloir pacifier les pays. Mais peut-être il manque des stratégies. Non, les stratégies... La volonté, elle est là, tout le monde peut l'avoir, mais comment y arriver? Les stratégies sont là, parce que l'armée congolaise monte en puissance. Nous étions d'abord sous embargo. À l'époque, on n'avait même pas le droit d'acheter des Kalachnikov ou bien des munitions. Aujourd'hui, le gouvernement peut acheter, passer des contrats d'achat d'armement, des munitions avec tout le monde. Donc, aujourd'hui, avec l'armement que nous avons la possibilité d'en avoir, d'acheter les contrats que nous pouvons signer, et l'augmentation aussi du budget de l'armée. N'oubliez pas que la loi de programmation militaire fait augmenter le budget de l'armée en termes d'indemnisation, salaire et traitement, équipement des militaires. C'est une augmentation très considérable. Les recrutements et la coopération avec la SADC, je suis certain que cette partie du territoire national, nous allons la récupérer. Récupérer, ça c'était l'aspect sécuritaire. Pourquoi il faut accorder un second mandat à Félix Tshisekedi? Selon vous, sur le plan sécuritaire, c'est parce qu'il a la volonté. Bon, un second mandat, pourquoi? Parce que les ennemis du Congo sont en train de nous présenter que non, si un tel devient président demain, et le Congo sera, tout le monde sera nous serons tous des milliardaires. Les autres là, c'est ce que Tshisekedi disait avant d'accéder au pouvoir. Il disait ça. C'est-à-dire, nous, intellectuels de la diaspora, on s'est rendu compte que le président Tshisekedi a la volonté. Il a une vision pour le Congo, il a un programme pour la nation. Sur le plan sécuritaire, on l'a vu, vous estimez qu'il est en train de mettre tout en œuvre, la loi de la programmation militaire, le recrutement, il est en train de tout faire. Mais la situation congolaise, madame, elle est semblable à la situation malienne. Je vous prends l'exemple juste du Mali. François Hollande était venu au Mali avec des chars de combat, des munitions en 2012, que non, je vais pacifier les Mali, il n'y aura plus de terroristes. 2012 à 2022, ça fait 10 ans que le nord du Mali a toujours... Parce que c'est un complot international. Face à un complot international, on ne peut pas résoudre cette situation du jour au lendemain. Ça prendra du temps, mais à la fin de la fin, nous finirons à récupérer les Congos. Ce n'est pas parce que les pays ne travaillent pas, c'est pas parce que le gouvernement lambine à prendre des mesures adaptées à la situation à l'est du pays que nous avons la sécurité, mais parce que c'est un complot. Et dans ce complot, il y a aussi des nationaux qui font partie de ce complot contre la nation. Vous jetez les gens en pâture, là, des nationaux, vous avez une idée Non, il y a des ennemis intérieurs. Même le président Bosso lui-même à l'Assemblée nationale avait déclaré... Il n'a jamais cité le nom, il n'est plus jamais revenu sur la phrase. Hein. Non, mais nous savons très bien qu'il y a une forme de complicité des nationaux avec ces multinationales, avec ces vendeurs, tout ça pour juste neutraliser la République. Sur le plan économique, pourquoi les Congolais devaient accorder un second mandat à Tshisekedi? Sur le plan économique, vous savez très bien, aujourd'hui, nous avons suivi dernièrement la manifestation organisée par l'opposition, entre guillemets, vie chère. La vie chère, elle est partout. Ça, je vous l'ai dit. Partout, et les gens protestent partout également. Et l'inflation, elle est partout. On proteste partout, non, on est d'accord. Les protestations dépendent d'une société à une autre. Okay. Donc en RDC, pourquoi nous voulons accorder un second mandat? Moi, je pense, et je le parle, je ne suis pas membre de l'IDPS. Et je ne suis pas de la famille présidentielle, mais je sais que c'était nationaliste, c'était congolais, des pères et des mères. Alors je pense que si nous accordons un second mandat, vu que le président Tshisekedi maîtrise d'abord déjà l'environnement politique, sociologique, économique du pays depuis 2019, donc si nous lui ajoutons encore 5 ans,
il peut apporter non seulement des solutions pérennes, mais résoudre la situation économique du pays. Il n'y a eu aucune réforme non. Sur le plan économique, quelle est la réforme phare de Tshisekedi? On passe outre les 2 premiers mandats, les 2 premières années. Les 3 dernières, quelle est la réforme phare sur le plan économique de Tshisekedi? Non, vous avez suivi le discours du Premier ministre lors de son investiture à l'Assemblée nationale. Les réformes sont à venir. Les réformes, on ne peut pas les mettre du jour au lendemain. Il faut poser les cadres juridiques de ces réformes. Vous avez la publication récemment du code numérique. Donc, il y a des réformes à venir dans les jours à venir. Ce qui est important... Tshisekedi bénéficie du code minier qui est une réforme de Kabila. Mais non. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards dans le budget. C'est grâce à ce code minier laissé par Kabila. Non, les codes miniers, d'ailleurs, il y a à prendre et à laisser dans ces codes miniers. En tout cas, on ne va pas révisiter ce code, demande à Tshisekedi. Non, il y a une réforme majeure. Non, il y a des choses qui nécessitent une forme de réadaptation par rapport à l'environnement économique de notre pays et à la conjoncture économique mondiale. Je vous épargne ici les détails par rapport au contrat chinois dont les voix s'élèvent. Non, on peut en parler. Les sociétés civiles partout demandent que non, il faut révisiter ces contrats. Ces contrats ont été signés dans la précipitation. Certes, il y a eu un comité de pilotage ou d'analyse sur les volets infrastructure et volets miniers tout consort. Ça nécessite aujourd'hui une forme de réadaptation de ces contrats parce que la RDC perd des tonnes de nos minéraux alors que les infrastructures garanties dans ces contrats que non, nous aurons les autoroutes à 10 000 km, etc. Bon, peut-être ça existe quelque part, mais le Congo, je n'en vois pas. Donc le président Tshisekedi, parce que pour matérialiser ses promesses, il doit révisiter ses contrats pour du moins ramener la partie chinoise à prendre un peu ses responsabilités face à... On attend la commission, les prochaines négociations après le passage du président, la visite d'État du président en Chine, mais on se dit la réforme phare, il n'y en a pas. Là, au moins, vous êtes d'accord avec ceux qui disent cela. Le Congo ne fera pas... Sur le plan économique. Non, le Congo ne fera pas des réformes seulement pour plaire à la Chine, pour faire la Banque mondiale. Le Congo, c'est un État souverain. Et que les décisions économiques qui sont prises par les gouvernements correspondent d'ailleurs aujourd'hui à l'environnement économique du Congo. La situation qui impacte, c'est la concrétisation de la volonté de l'État, c'est la situation à l'est du pays. Parce qu'à l'est du pays attire l'attention du gouvernement tous les jours. Ce sont des femmes et des enfants qui meurent, qui sont violés. Et aujourd'hui, l'opposition, au lieu de manifester à la recherche des solutions pour amener la paix à l'est du pays, non, l'opposition cherche les termes, les mots pour pousser la population contre les institutions. C'était l'une des thématiques retenues pour la marche, quand même. Vous ne pouvez pas reprocher cela à l'opposition. Oui, mais... Il a marché pour exiger la paix dans la partie du pays, pour dire non à l'insécurité. Madame Élisée, nous aimons, moi j'aime l'opposition. Parce que la présence de l'opposition reflète la beauté de la démocratie. Nous voulons une opposition des hommes et des femmes matures politiquement, une opposition de proposition, une opposition qui participe à la construction et non pas une opposition de la déconstruction et qui démotive les citoyens. Les efforts qui sont fournis par les gouvernements congolais aujourd'hui pour ramener la paix à l'est du pays, on ne sait pas, ce n'est pas seulement contre le Rwanda ou contre le M23, mais c'est contre la communauté internationale. La RDC, ce n'est pas seulement contre les groupes armés, les Codeco, tout. Non, mais c'est contre la communauté internationale que nous nous battons. On se bat contre la communauté internationale, mais certains, puisqu'on revient encore à la situation sécuritaire, qui est une priorité, d'ailleurs avec raison, la priorité de priorité, mais on a cette tendance, et on le voit, il y a cette généralisation de l'insécurité qui ne reste plus que l'apanage, j'allais dire, de l'est du pays, mais non loin de Kinshasa, à Kwamouth, oui. Nous en sommes. Et c'est une situation... Voilà, c'est les ennemis, madame. C'est juste ça. C'est les ennemis de la République. Est-ce que Tshisekedi a le contrôle du pays? Est-ce que Tshisekedi a le contrôle du pays? Nous avons le contrôle du pays, mais les ennemis de la République, la main noire, les forces négatives, opèrent partout. Qu'est-ce qu'elle cherche, cette force négative? Les ennemis de la République cherchent à mettre le feu partout. Apparemment, vous en savez plus sur ces ennemis. Oui, mais qui sont-ils? Mais ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans le noir pour alimenter opposer les communautés. Qui sont ces hommes et les femmes? Parce que vous me parlez de opposer les communautés, opposer les citoyens, créer une forme de frustration sur le plan intérieur pour qu'on n'y ait pas des élections, pour qu'on n'y ait pas des institutions légitimes, pour que Tshisekedi échoue. Ils travaillent que pour ça. Mais pourquoi on ne rétablit pas le droit, l'état de droit dans cette partie du pays? Pourquoi on ne rétablit pas la sécurité puisqu'on connaît apparemment les gens qui sont derrière toute cette situation? Oui, mais c'est un travail que le gouvernement est en train de faire parce qu'on ne peut pas
On ne peut pas résoudre tous les problèmes du Congo en un seul jour, madame. Donc, c'est un travail qui nécessite. Ça prendra du temps, mais il faut savoir d'où viennent ces problèmes. Le problème, c'est la main noire. C'est les forces négatives qui sont sur le plan intérieur, qui collaborent avec les forces extérieures. Qui n'a pratiquement aucun contenu quand même. Vous dites la main noire, oui. Les forces extérieures, oui, mais c'est quoi le contenu qu'on met dans ces concepts? Est-ce que vraiment, si M23 n'avait pas le soutien du Rwanda, des États de la région, est-ce que vous pensez réellement le M23, ce n'est pas une armée organisée, structurée avec... Non. Pourquoi le secrétaire général des Nations Unies avait déclaré que le M23 disposerait des munitions d'armement beaucoup plus importants que... Tout ça, on sait, mais comment on arrive à mettre fin? Vous comprenez? Donc c'était complot. C'est quoi la la baguette magique de Tshisekedi? C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est la cohésion nationale. Ce que nous demandons, c'est la participation des citoyens à la recherche des solutions pacifiques pour le Congo. Ce que nous demandons aujourd'hui, qu'il y ait une forme de collaboration entre l'opposition et le pouvoir, privilégiant d'abord le Congo, la patrie. Par quel mécanisme? Par le mécanisme d'échange des idées, des discussions, des réflexions. Pourquoi pas l'opposition peut animer une conférence pour le Congo, que voici à l'est du pays, c'est que nous, de l'opposition, nous proposons. Et le gouvernement est là pour écouter, prendre en considération les observations légitimes qui sont faites. Toutes les propositions de l'opposition ont été balayées d'un revers de main. Mais non, madame. L'opposition congolaise ne propose pas. Elle est toujours... C'est une opposition... Les opposants étaient le premier à proposer une intervention de la SADC. Et Tshisekedi, à l'époque, n'avait pas accepté. L'opposition congolaise, à l'ère actuelle, c'est une opposition, je peux dire entre guillemets, à visage alimentaire. Qu'est-ce que vous mettez dedans encore? Donc, une opposition à visage alimentaire, c'est-à-dire entre de là que je m'y mets, si je ne prends pas les postes, les pays n'avancent pas. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition doit d'abord pousser les citoyens à s'enrôler, enseigner les citoyens la démocratie, la participation, les élections, la transparence, renforcer donc sa présence dans les institutions comme la CENI pour contrôler, pour qu'il y ait la transparence. Et l'opposition doit se préparer démocratiquement à accéder au pouvoir et non pas de chercher à allumer le feu, à opposer des communautés en utilisant des expressions. J'ai suivi ici, il y a certains des pays, c'est tout ça, des expressions, du tribalisme. Non, on peut critiquer les régimes, on peut critiquer Tshisekedi, on peut critiquer les gouvernements, mais dans la limite objective du raisonnement. Et on ne peut pas aller dans des expressions banales comme si, non, ça, ce n'est plus de l'opposition, ça vient de la haine. De la haine, on va très bientôt terminer cette émission. On se dit, mais rapidement, vous avez parlé des élections tout à l'heure. Faci, second mandat, aura des candidats? Non, Faci, second mandat, ce n'est pas un parti. Nous sommes un mouvement transpartisan. C'est-à-dire, les 100 partis, vous pouvez être, c'est pas IFERI, MPR, c'est pas IDPS, vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucun problème. Nous ne sommes pas un parti politique. Donc, c'est un groupe de femmes. Think tank, non, bien sûr, c'est un groupe de réflexion. Juste pour. Parce que vous savez très bien pourquoi les Congolaises et les Congolais votent mal. Parce que les Congolaises et les Congolais, les partis politiques congolais, au lieu d'être les centres de réflexion politique pour enseigner aux citoyens la démocratie et la participation, on enseigne aux citoyens les banditismes politiques, les insultes. Non, la démocratie, ce n'est pas les insultes. La démocratie, c'est la construction de l'opinion majoritaire. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une opinion majoritaire ici? C'est cela. Donc, nous, dans notre plateforme, nous partageons, nous tentons de convaincre, de partager nos réflexions avec nos concitoyens pour accorder un second mandat. J'en assume. Nous sommes en démocratie. Les autres m'ont taxé des collabos à l'étranger. Non, c'est de votre droit. Je ne suis pas un collabo, mais je suis un patriote. C'est votre droit. C'est ça. Je suis un patriote. Nous sommes dans un état de droit. C'est ça. Donc, nous demandons à ces femmes et à ces hommes qui peuvent entrer en contact avec nous de partager nos réflexions parce que nous voulons que le Congo soit entre les mains de bons citoyens. Et ces bons citoyens, c'est Tshisekedi. Comment vous êtes structuré ici? Vous avez des bureaux ici, en France, à Paris, en Belgique? Non, en France, on occupait par moment, parce qu'en France, il faut payer. Les salles, par moment, ça coûte un peu cher. Si nous avons une petite salle, on passe un peu des affiches et nous parlons avec des Congolais, nous échangeons. À ne pas savoir que les Congolais de l'étranger ne sont pas trop impliqués par rapport à la question des élections, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont voter ou pas. C'est pourquoi j'ai ramené ce mouvement ici. Parce que 90% des électeurs ici, c'est le territoire national. Donc, nous aurons le temps de voyager un peu à l'intérieur par-ci pour échanger, parler avec nos concitoyens. Pourquoi accorder un second mandat à président Faci? Parce que nous voulons que le Congo soit entre les mains d'un homme sûr. Vous êtes avocat international. Quelle est l'image actuelle du Congo, la cote de la RDC à l'international? Vous pensez que c'est plus facile maintenant pour nous d'avoir des asiles politiques, humanitaires? Vous pensez que c'est plus facile quand même? Non, d'ailleurs, laissez-moi vous dire que sur le plan diplomatique, le président et le gouvernement ont fait un travail de titan, un travail important parce que nous avons une forme de considération sur le plan diplomatique. Vous avez vu comment le président Tshisekedi a été reçu en Chine, avec honneur et considération. Donc, à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, le gouvernement, certes, cet aspect de la diplomatie, oui, il y a un travail important qui a été fait et qui s'est fait encore aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundola. Donc, vous dire
dire qu'aujourd'hui, sur le plan On est un peut-être... pays sûr. Est-ce qu'on est un pays sûr? Non, oui, oui, par rapport aux violations des droits humains, hein, par rapport aux violations, oui, il y a une forme d'amélioration des violations des droits humains. Je ne vais pas dire que tout marche à rose ici, parce que nous venons... Là, c'était avant les dernières violences, les dernières Non, je n'ai manifestations. pas encore les dernières statistiques des dernières manifestations, mais du moins, il y a des classifications des nations en termes de violations des droits humains. Le Congo continue à gagner un peu du point. Je ne peux pas dire que non, tout est noir. Non, nous avançons progressivement, mais nous continuons à occuper des bonnes places. Et je suis certain que d'ici 5 ans, 10 ans, le Congo serait un État réellement des droits. Dites à nos frères, sœurs congolais qui veulent avoir un asile politique en Europe que ça devient de plus en plus difficile, parce que le Congo rassure. Ah oui, donc aujourd'hui, Madame Odiabo, même si ce n'est pas ça... de plus en plus, il devient difficile de dire que je suis pourchassé. Ah oui, vous savez très bien que les hommes et les femmes qui partent à l'étranger, vous arrivez dans un pays, vous êtes déracinés, complètement dépaysés, un environnement est connu, on vous demande de faire ceci ou cela. Ils sont là en train d'inventer les histoires que non, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Je ne les condamne pas, mais sur le plan des violations des droits humains et des répressions du pouvoir politique contre les citoyens, le Congo n'est plus un État où il faut aller créer une histoire et obtenir titre de séjour facilement. Ça devient un peu difficile. Maître Paul Okito, merci d'avoir répondu à notre invitation. Juste 1 minute pour votre mot de la fin. Non, merci de m'avoir accordé ce temps. Je demande seulement aux Congolaises, aux Congolais que le Congo, c'est un grand pays et que nous avons besoin de la démocratie pacifique, de la démocratie de participation. Les ennemis de notre nation cherchent les astuces, le mécanisme, les stratégies pour mettre le Congo en feu et en sang et que nous, on n'a qu'un seul pays, c'est notre pays. Créons la cohésion nationale autour des autorités nationales. Même si sur le plan intérieur, nous avons des petites questions ou des petites différences, c'est qui est normal la démocratie, mais privilégions d'abord les Congos. Parce que si les Congos aujourd'hui, nous sommes envahis, vous savez très bien que le Congo est envahi sur le plan économique. Je peux prendre l'exemple. L'économie congolaise est entre les mains des étrangers. Entre les mains. Avec la bénédiction des autorités non, oui, c'est un processus, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons, nous aussi, des acteurs économiques dans notre propre pays? C'est ça la volonté du gouvernement. Sauvons la République. Et parlons du Congo d'abord au lieu de toute autre considération individuelle. Moi, j'ai créé ce mouvement avec mes amis, mais parce que j'aime le Congo. Je vais accompagner un homme qu'on appelle Tshisekedi, Félix, c'est parce que je sais qu'avec cet homme, le Congo sera entre les bonnes mains et nous allons redresser ce grand pays au centre de l'Afrique et du monde. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et merci aux téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre sur B1 Télévision, mais également sur nos différentes plateformes. On se dit au revoir à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité en attendant. Prenez soin de vous. Merci.